Je vais la laisser prendre la parole. Elle prépare une petite presse. On va la charger 2 minutes. Alors, je veux bien que tu viennes te mettre plutôt ici. Je peux rester debout? Oui, tu peux rester debout. Ok. Bonsoir. Donc ouais, je vais vous parler du service client. Le service client, c'est souvent un des services les plus dévalorisés malheureusement dans nos startups. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui travaillent en service client? Ouais, 4. Ok, donc je vais vous parler de la manière dont j'ai structuré ce service client depuis 4 ans. Et je vais essayer de vous prouver, j'espère, que le service client peut être une force dans votre startup aujourd'hui, plus qu'un boulet. HomeExchange, en quelques mots, donc c'est un site d'échange de maisons. Aujourd'hui, on a plus de 400 000 maisons dans le monde entier. La grosse innovation de HomeExchange, c'est des points. Donc, en fait, vous utilisez les guest points pour voyager. Vous donnez des points à la personne chez qui vous allez dormir et cette personne peut réutiliser ces points pour aller chez quelqu'un d'autre. Une sorte de Airbnb gratuit. Là, vous avez tous envie de vous abonner. On est aujourd'hui une équipe de plus de 80 personnes, presque 100 en fait, réparties sur 3 bureaux, Paris, Boston, Zagreb. On a également pas mal de personnes en remote dans d'autres pays. Je dis juste en quelques mots notre histoire parce que ça va vous aider à comprendre la suite. Moi, j'ai rejoint Guest2Guest en fait en 2015, qui avait été créé en 2011. De 2011 à 2017, en fait, Guest2Guest a connu une croissance assez énorme, mais liée à des levées de fonds. Et la dernière levée de fonds en 2017, à plus de 30 millions d'euros, nous a permis de racheter notre principal concurrent américain, HomeExchange. Et Cocorico. Et fin 2018, en fait, on a fusionné ces deux marques pour en faire un tout nouveau site qui s'appelle à nouveau HomeExchange. Donc, on a quitté le nom Guest2Guest. Face à toute cette histoire, c'est ce qu'on appelle la Happiness Team, donc le service client qui a été en fait en première ligne. Donc là, le graphe que vous voyez, c'est le nombre de contacts par mois. Donc moi, j'ai commencé ici à 2000 mails par mois environ. Quand on a racheté HomeExchange, vous voyez qu'on était plutôt autour de 20 000 contacts par mois sur les deux sites. La fusion, donc, était comme une bombe, quoi. On avait 50 000 demandes par mois. Donc, heureusement, vous voyez, le mois de février, on arrive à respirer un petit peu plus, donc ça rebaisse. Mais on a connu, du coup, une énorme croissance depuis ces 4 dernières années en termes de contacts. Donc, on avait bien envie de paniquer. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a réussi et comment est-ce qu'on a réussi en fait à supporter cette forte croissance. Donc mon premier gros conseil, c'est de comprendre les besoins de vos clients pour leur offrir un vrai service. C'est pas pour rien qu'on appelle ça service client. Il faut comprendre ce dont ils ont besoin si vous voulez réussir à créer une vision plus long terme de votre service client. Donc pour vous donner un exemple, nous HomeExchange, déjà l'échange de maison, c'est un service sensible. Si vos vacances elles sont gâchées parce que votre hôte il annule votre échange au dernier moment, c'est pas comme recevoir une paire de chaussures qui n'est pas de la bonne taille. C'est un service qui est sensible. Il y a une dimension internationale qui est très complexe. Léopold il l'a déjà soulevé au niveau de l'acquisition, la multilangue, le multiculturel, et évidemment pour nous l'amplitude horaire maximale vu qu'on est dans 180 pays. Quand c'est le matin aux États-Unis, c'est je ne sais pas quelle heure en Australie. Les spécificités du secteur du tourisme, parce qu'il y a une forte saisonnalité évidemment dans l'organisation des vacances. Vos clients, donc nous on les appelle nos membres, ils ont des habitudes en fait d'organisation de vacances qui leur sont vraiment individuelles. Il y a la personne qui va s'occuper last minute, il y a le mec qui va s'en occuper 3 ans avant et s'il y a un souci dans son échange pendant 2 ans, c'est aussi urgent que celui qui part demain. Et évidemment, du coup, la gestion de l'urgence, 7 jours sur 7 en cas de pépin, parce qu'à tout moment, vous êtes en vacances, donc on ne s'arrête jamais. Pardon. Du coup, ces besoins, en fait, vous avez besoin de les identifier parce que c'est eux qui vont vous permettre de définir des priorités, ce vers quoi vous voulez tendre. On n'a pas pu nous répondre tout de suite en 2015 à tous ces besoins. Même encore aujourd'hui, il y en a sur lesquels on n'est pas excellent. L'amplitude horaire maximale, en fait, on dit 24 heures sur 24, mais le samedi soir, entre 3h du mat et 7h du mat, c'est bof géré aujourd'hui.
Donc en fait, vous allez définir les besoins, ce dont votre client il a besoin, et petit à petit, vous allez définir des priorités, et c'est vers ça que vous allez tendre avec votre service, et c'est comme ça que vous allez créer une vision de la construction de votre service. Conseil numéro 2, construire et fédérer une équipe de passionnés. Alors j'ai mis exprès en gras, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont passionnés par le service client. Pourquoi ? Parce qu'ils s'épanouissent en aidant les autres. Du tout, il y a des gens, et nous on le voit dans notre équipe, moi j'ai recruté au début des personnes qui avaient l'air superbes, mais elles s'emmerdaient quoi. Parce qu'en fait, aider les autres, oui ça fait plaisir 3 semaines, mais elles n'ont pas ça dans la peau. Donc vous devez trouver des personnes pour qui aider, ça les rend heureux en fait. Nous on a fait le choix de l'internalisation, pour des choix de qualité, pour des choix d'engagement. On sait qu'une équipe qui est internalisée, elle va être beaucoup plus engagée, impliquée, elle va comprendre de quoi vous parlez, elle va suivre tous les changements de vos sites, ça va à 100 à l'heure, donc vaut mieux que les équipes soient près de vous pour qu'elles puissent comprendre tous ces changements. Dans qui recruter, j'insiste aussi sur l'importance de la diversité multiculturelle, des profils. Nous, ça va du bac plus 5, même j'ai fait 3 masters, à j'ai un BTS en communication ou hôtellerie. Donc on a des profils très très différents et ça humanise votre équipe. Au téléphone, vos clients ils vont se rendre compte qu'ils parlent à des gens hyper différents. Donc ils n'ont pas la sensation d'un call center super robotisé. Quand recruter, ça aussi c'est un gros challenge. Je dis il faut trouver un juste milieu, ni trop tôt ni trop tard. Je vous avoue que nous on l'a pas encore trouvé ce juste milieu. L'idée c'est de, si vous attendez trop tard, évidemment vos équipes elles sont fatiguées, elles répondent à 300 mails par jour, ils pètent un câble. Et si vous recrutez trop tôt, en fait vos équipes s'habituent à un rythme qui est en fait pas un rythme qui est au top de leur performance. Comment manager ? Nous, on a décidé, on a un management au sein de la boîte en général qui est assez particulier parce qu'on est une entreprise qu'on dit libérée. Du coup, notre équipe est bien plus cadrée par des valeurs, une vision que des process. C'est très long à former, donc c'est pas une personne à qui vous allez dire voilà le catalogue, tu regardes ces 4 vidéos et puis c'est bon, tu sauras répondre aux clients. Ça va être en permanence des discussions. Et donc un nouveau, par exemple, on le forme comment ? Quand on vient me voir, moi, en me disant « je comprends pas, est-ce que du coup je le rembourse ou pas ? Il est super pas content, le client. » Je dis « attends, qu'est-ce qui te paraît juste ?» Donc c'est la première question. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Et essaye de trouver un juste milieu entre les deux. Et vos équipes, il faut les forcer à se poser des questions pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'elles sont là et pas avoir l'air d'un robot qui fait que des copier-coller. En plus, c'est plus intéressant pour eux. Donc, favoriser l'exceptionnel plutôt que l'efficacité des templates. Mon conseil numéro 3, c'est de bien choisir ses canaux de contact. Là, ça va dépendre de vos clients. Ils sont âgés, ils sont jeunes, ils sont technophiles, pas du tout. Nous, on est à peu près sur tous les canaux, email, téléphone, live chat. Bon, l'email, il y a plein d'avantages à l'écrit. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures, donc je peux le faire. Le téléphone, c'est le meilleur moyen, d'après moi, de prouver que vous êtes différent de vos concurrents. Les clients, la personne lambda, quand il va appeler un service client, il s'attend tellement à recevoir un service de merde que si vous êtes bon, si vous souriez au téléphone, s'il a l'impression d'être quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, il va trouver votre service exceptionnel. Vous allez rappeler les appels manqués, il va être super heureux. En revanche, revers de la médaille, c'est aussi le meilleur moyen de prouver que vous êtes hyper mauvais. Malheureusement, je ne sais pas si vous vous rappelez du graphe, au moment où on avait un énorme pic avec 50 000 mails par mois, nos lignes téléphoniques ont été coupées pendant 2 mois. Donc là, on n'a repris que la semaine dernière. Donc tout le monde appelait, personne ne pouvait répondre au téléphone, on a pris super cher. Donc là, on s'est rendu compte du revers de la médaille du téléphone, où nous, jusque-là, on était plutôt, je pense, excellents au téléphone. Sur le live chat, une petite particularité, nous, on a fait le choix du click to community. Donc c'est un chat communautaire, c'est des ambassadeurs, nous, utilisateurs bénévoles de notre site qui répondent sur le chat. Ils sont connectés 24/24 parce qu'ils sont fans de l'échange de maison, donc ils aiment partager avec les autres utilisateurs de la plateforme. Donc là, j'ai mis un exemple de Horatio. C'est génial parce qu'ils parlent de manière 3 fois plus authentique que vous. Certes, parfois, ils disent des trucs, moi j'ai envie de m'arracher les cheveux parce qu'ils sont capables de dire « Ah non, mais cette fonctionnalité, elle est nulle, c'est vraiment pas terrible, moi je vous conseille pas de l'utiliser alors que nous, c'est un service qu'on est en train de pusher, quoi. » Donc voilà, on a envie de se tirer une balle. Mais en parallèle, quand il va lui dire, quand Horatio, il va dire à un autre membre « Mais c'est génial, je t'assure, l'échange de maison, ça marche »,
c'est 3 fois plus impactant que ce que vous, équipe service client, vous allez pouvoir dire. Donc nous, on est fans de cette formule et bon, voilà. Pareil, programme ambassadeur, le programme avec nos bénévoles, je pourrais en parler super longtemps, peut-être plus tard. J'ai mis plein d'autres canaux, parce qu'en fait, on passe par même les lettres postales et on répond par courrier écrit. Conseil numéro 4, choisir et développer des outils qui vous aident vraiment. Donc là, ça ne sert à rien au début de votre service client d'avoir tout de suite les 10 outils parce que vous êtes passé à tel forum, vous avez vu tel outil qui permet de faire l'intelligence artificielle, etc. Allez-y doucement. Nous, on a passé 6 mois avec Gmail et une petite étoile de chaque couleur pour gérer les différentes langues. Ça ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, on est plutôt content de nos outils. Donc, j'ai mis des noms. Je ne suis pas payée, je promets. On a des outils qui sont plus là pour booster notre efficacité. Donc, pour tout ce qui est mail, on utilise Zendesk, qui est en fait intégré à tous nos autres outils. iAdvice pour le chat communautaire, qui permet d'avoir à la fois des bénévoles, mais également des pros qui répondent. AirCall pour le téléphone. Donc ça, c'est les outils qui aident. Et chaque jour, nous, on découvre des manières différentes de les utiliser pour améliorer notre efficacité. Ensuite, il y a des outils qui aident à créer une culture customer-centric. Là, c'est là que votre service client il va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Vous êtes une équipe, donc là, les 4 qui sont là, vous êtes au cœur du service que votre startup propose. C'est vous qui connaissez le mieux vos clients, vous savez ce qu'ils aiment, vous savez ce qu'ils n'aiment pas, vous savez ce qu'ils aimeraient potentiellement. Donc, c'est vous qui avez la voix en fait, pour faire progresser et même faire innover votre entreprise. Donc, nous, comme outil, on utilise là pour tout ce qui est feedback client, Harvester. Donc, qui est évidemment très regardé par l'équipe produit et par l'équipe service client. Je pourrais en parler si vous avez des questions à ce sujet. Jira, c'est l'outil que nos devs utilisent et donc pour lequel on est relié en fait avec Zendesk. Ces 2 outils-là, ils nous permettent 2 choses. À la fois, évidemment, de transmettre toutes les informations hyper riches qu'on a chaque jour aux autres équipes, mais aussi d'être exceptionnel avec nos clients, parce qu'en fait, si un membre, là, Nico, il fait un feedback au service client Domain Change en me disant j'aimerais avoir telle fonctionnalité, même si la fonctionnalité, elle est live 2 ans plus tard. Moi, grâce à cet outil, je vais pouvoir retrouver Nico et dire hé Nicolas, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2016, tu m'as parlé d'un truc, bah, ça y est, maintenant, c'est sur le site. Bon, Nicolas, il n'est plus inscrit, il s'en fout. Non, la plupart du temps, on a des feedbacks de dingue grâce à ça. Donc, c'est hyper utile. Enfin, tous ces outils sont super et vous pouvez... en fait, ça coûte hyper cher, donc c'est bien, voilà, mais vous n'allez pas pouvoir en avoir 12 000. Plus vous découvrez des outils, en plus, plus vous fouillez, plus vous allez trouver des apps, des intégrations, vous avez envie de tout avoir. Ce qui est hyper important de développer en parallèle, donc ne vous fiez pas trop à ces outils qui vont vous coûter un bras, mais développer aussi des outils en interne. Nous, en permanence, en fait, au sein des devs, il y a un dev qui est dédié à 100% à notre back-office. Et c'est donc une bande passante de dev qui est consacrée à l'amélioration de nos outils aussi internes pour qu'on puisse améliorer notre efficacité. Conseil numéro 5, donc ces outils, vous allez les utiliser pour analyser et évidemment améliorer votre service. Là, il faut bien choisir et soigner vos KPIs. Nous, on se concentre surtout sur 3 KPIs. Le délai de première réponse, le taux de satisfaction, et là encore, c'est à consommer avec modération, et le taux de contact. Le taux de contact, c'est le nombre de personnes qui vous contactent par rapport aux achats. Sur 10 personnes qui finalisent un échange, combien de personnes nous ont contactés et à quel moment? Ces KPIs, ils vont vous aider à comprendre qui vous contacte et pourquoi. Enfin, les 2 premiers, c'est plutôt au niveau de la qualité de votre service, mais le dernier, il est hyper important parce que vous allez pouvoir essayer de comprendre à quel moment de l'expérience utilisateur on vous contacte. Et il faut que vous arriviez avec vos outils à comprendre pourquoi on vous contacte. Je dis vive la croissance zéro, parce qu'en fait, un vrai service client et qui est super bon, c'est un service client qui n'a pas trop de demandes, quoi. L'utilisateur, il peut tout trouver sur le site. Donc moi, j'espère que dans 3 ans, je reviendrai vous voir et que la courbe, elle va rebaisser malgré la croissance. Là-dessus, moi, j'étais hyper inspirée par un livre, du coup, L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre. Donc, c'est de Capitaine Train. Je vous conseille. Ça donne vraiment envie de faire du service client toute sa vie. Dernier conseil, faire du service client, du coup, un service moteur et valorisé de l'entreprise.
On est hyper loin maintenant des call centers. Bien trop souvent, moi je rencontre des personnes qui gèrent des services clients en start-up, qui sont dans une boîte qui a tellement grossi qu'ils ont dû externaliser hyper rapidement. C'est pas un mauvais choix. Nous, on externalise depuis peu un certain type de demande. Donc c'est pas un mauvais choix, mais le faites pas trop tôt, parce qu'après vous aurez du mal à reculer. Voilà. Donc merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, trop bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Alice sur service client? Ouais. Je ne sais pas si je l'ai loupé, mais tu as dit combien de personnes vous étiez dans la team, du coup, dans la team Care? Ouais. On est une vingtaine de salariés entre Zagreb et Paris, du coup. Après, on a une dizaine de freelances. Pour des langues rares, pour la saisonnalité. Donc c'est après une trentaine de personnes. Et ça varie vraiment en saison, quoi. Merci beaucoup pour cette présentation inspirante. Moi, j'avais une question effectivement sur les profils que tu recrutes dans le service client. Parce qu'effectivement, je pense aujourd'hui en startup, il y a plein de postes. Si tu veux faire du product dans un SaaS B2B, on va te demander d'avoir fait du product dans un SaaS B2B. Aujourd'hui, le service client, c'est peut-être un des derniers bastions où tu peux rentrer avec des expériences très différentes et pas forcément avoir bossé en startup. Du coup, qu'est-ce que tu cherches, toi, chez les gens que tu recrutes dans ce service client? Comment tu les recrutes? Et comment tu distingues les expériences? Par exemple, tu disais des gens qui ont fait parfois un bac+5, d'autres qui viennent de choses très différentes. Comment tu leur trouves une place différente? Comment tu les fidélises? Voilà, la question des gens, quoi. Alors, si j'avais la réponse parfaite, je pense que je pourrais quitter mon boulot, j'aurais tout compris. C'est hyper difficile ce que tu soulèves. En fait, moi au début, quand c'est les toutes premières personnes, donc moi j'étais la première salariée service client. Les toutes premières personnes que j'ai recrutées dans l'équipe, j'ai fait l'erreur de me dire il faut des personnes qui aient fait un bac+5, forcément des profils même assez commerce pour des notions d'analyse, des notions de compréhension du marché, compréhension de la boîte, qu'elles soient impliquées dans les enjeux, etc. Et j'ai fait une erreur parce qu'en fait, c'est des personnes qui très vite se sont lassées et avaient envie de faire du marketing. Donc ça, c'est le gros piège. Vous recrutez quelqu'un, il vous dit « ouais, j'adore le service client ». Puis 3 mois plus tard, il vous dit « ouais, j'aimerais bien toucher ». Et puis en fait, c'est des gens qui ont l'impression que le service client, ça va être une mauvaise étiquette sur leur CV, donc ils veulent s'en aller. Donc petit à petit, on a recruté ensuite des profils au contraire très service client. Plutôt soit hôtellerie, soit donc plutôt avec des BTS hôtellerie et autres. C'est des personnes nous qui étaient super, moi j'en ai encore plein et c'est des vrais bras droits aujourd'hui, mais ça donne des profils très homogènes et on s'est rendu compte parfois qu'on avait besoin des gens qui savaient mais rédiger comme une lettre d'amour, qui savaient écrire aux membres super bien. Donc on a envie de recruter des personnes qui plutôt qui ont des compétences d'écriture. Donc là ça va être des études de com, études de lettres et autres, de français, de langue. Et comment tu les différencies? En fait, ça se fait plutôt naturellement. Donc moi, quand je recrute quelqu'un, je me dis pas, bon, cette personne, elle va être gestionnaire de projet, c'est sûr. Il y a des personnes qu'on recrute, on a l'impression qu'ils vont être hyper innovants, gérer des projets en autonomie. En fait, c'est juste des personnes qui aiment faire du service client. Et puis, ils vont participer à 2-3 trucs, mais c'est tout. Il y a des personnes que tu vas recruter en te disant, bon, elle va faire que du service client. Et en fait, ça va être une machine, elle va avoir plein d'idées. Donc là, c'est plutôt un recrutement et une évolution au fil de l'eau. Bon, j'ai pas la réponse, quoi, en fait. Merci beaucoup. Tu as parlé de culture customer-centric. C'est une idée que j'adore, l'idée de se dire qu'effectivement, c'est au service client qui connaissent le mieux les besoins et les utilisateurs. Comment tu fais après pour que ça communique et qu'en fait l'information ne reste pas enfermée dans ce service-là, mais que ça puisse venir impacter la vision produit et alimenter les autres équipes?
Donc il y a 2-3 choses. Les outils aident, donc ça c'est sûr. Après la deuxième chose c'est de communiquer. Nous par exemple on avait ce qu'on appelle le flash info. Donc tous les mois on envoyait une newsletter où on parlait des chiffres service client parce qu'en fait c'est des chiffres business comme un autre donc il faut les valoriser. On a ce qu'on appelle le voice of members. Donc évidemment on partage plein de love de nos membres. On pousse toute notre équipe à venir faire un stage à la Pinesse. Il faut bien dire stage parce qu'en fait, eux, ils arrivent, ils sont là, ouais, c'est bon, je passe à la Pinesse, je réponds à les mails. Non, non, en fait, tu es en stage parce que tu dois apprendre ce métier. C'est un vrai métier, il y a des vraies compétences. Donc là, pour valoriser ça je peux même raconter une anecdote. La première fois qu'on a fait ça avec un développeur, je le croise et puis il me dit mais c'est super cette idée de nous faire venir dans l'équipe. C'est un peu comme les grands dirigeants qui iraient à la caisse du supermarché. Je dis non mais tu n'es pas un grand dirigeant, je ne suis pas à la caisse du supermarché. Et en fait ça nous a fait marrer. Je lui dis mais c'est toi au contraire, tu viens dans notre tour d'ivoire. Donc bon ça nous a fait marrer. J'ai pas trop réussi à me donner raison et en fait il faut renverser ce truc là quoi. Faut leur montrer que c'est un vrai métier. Et la preuve, donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait passer les gens en service client et en plus, on leur a demandé de raconter. Et il y a quelqu'un qui a raconté très justement, en une journée, j'ai fait 3 mails. Et en effet, c'était une catastrophe. On est repassé derrière tous ces mails. Non, là, il faut être un peu plus poli. Non, là, un peu moins formel. Là, il s'est rendu compte, lui, que c'était un métier. Il avait fait 3 mails dans la journée. Il a dit, je suis épuisé. Et purée, je comprends ce que vous faites. Et en fait, c'est difficile. Et c'est ça qu'il faut arriver à prouver à vos équipes. Et faut jamais lâcher l'affaire parce que dès qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, on leur présente, il y a le service client, ah d'accord. Non, je suis là, je vous montre, j'ai plein d'idées et ça se travaille sur le long terme et tout le temps. Alors peut-être une dernière question. Allez. Tu as parlé de ton service qui était plus ou moins H24, 7 jours sur 7 maintenant, mais comment en fait l'évolution de passer juste du service pendant les heures de boulot en fait de la boîte à un service H24 et 7 jours sur 7, comment cette transition-là elle s'est faite? Là, on a eu de la chance parce qu'on a grossi en acquisition et Home Exchange qu'on a racheté avait une équipe 24 heures sur 24 anglophone. Donc ça a facilité les choses. Donc c'était des freelances en Croatie qui travaillaient, qui faisaient des shifts toute la nuit. Nous, on a créé une filiale en Croatie, on les a salariés. On a pour objectif de diminuer le travail de nuit. Donc on recrute petit à petit des personnes aux États-Unis qui comblent les heures de nuit. Ensuite, pour tout ce qui est incident et là qui demande on va dire une connaissance hyper fine de nos garanties, etc. On a créé du coup un système d'astreinte. Donc là, on est 5 salariés en France à faire des astreintes le week-end et le soir. Donc c'est si l'équipe en Croatie ou l'équipe qui fait du chat, donc Croatie, États-Unis, n'arrive pas à répondre, ils ont la possibilité de nous contacter. Et là, nous, c'est encore artisanal. Hein. En fait, je reçois un SMS sur mon portable. Voilà. Bon, merci beaucoup Alice.